Alors on se retrouve pour cette première vidéo de la série dans le logiciel Houdini. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer son modèle 3D pour de la génération de fumée ou de particules. Parce que souvent, les modèles, quand ils sont animés avec les outils d'animation générale dans les logiciels de 3D, n'ont pas forcément un maillage adapté pour nos simulations. Alors là, j'ai créé un nouveau projet dans Houdini et vous verrez que j'ai créé un dossier géo dans lequel je vais mettre mes différentes géométries parce que la géométrie que j'ai utilisée pour la création de cet effet, c'est pas forcément une géométrie que j'ai animée moi-même. Je suis allé directement la chercher sur un site qui s'appelle Sketchfab. Alors là, je suis sur Sketchfab, j'ai cherché Phoenix en fait, et j'ai trouvé ce modèle téléchargeable, donc le créateur l'a modélisé, l'a animé et l'a mis en téléchargement disponible à tous, donc c'est absolument génial. Il a été créé par Noberto 3D, donc merci beaucoup Noberto 3D. Et nous, ce qu'on va faire pour pouvoir commencer à travailler dans Houdini, c'est qu'on va cliquer sur Download 3D Model, télécharger le modèle 3D. Donc là, il propose différents formats. Moi, je vous incite plutôt à télécharger en priorité les formats originaux. Donc là, on voit que le format original, c'est du FBX et c'est très bien, vous allez voir, c'est assez facile à utiliser dans Houdini. Je fais ma petite manip pour venir l'enregistrer dans mon dossier Géo. Et dans Géo, j'ai créé un autre dossier qui s'appelle Modèle, dans lequel je vais coller mon point zip. Et ce que je vais faire directement, c'est extraire ici pour avoir tout. Alors, on voit qu'on a deux dossiers, donc source avec fly.fbx, c'est très certainement ça qui va nous intéresser. Et un modèle et un dossier texture, pardon, où là, ce sont les très belles textures faites par le créateur, mais qu'on va pas utiliser. Là, alors, j'avais déjà fait une vidéo sur comment faire de la modélisation dans Houdini, donc je vous invite à voir cette vidéo si vous êtes complètement nouveau dans le logiciel, mais du coup, on a notre fenêtre avec notre scène 3D, on peut se déplacer en maintenant Alt et en maintenant le clic gauche de la souris, la molette de la souris pour zoomer. Ici, on a notre petite fenêtre où on va mettre tous nos nodes, et ici, on a notre fenêtre de paramètres, on va paramétrer nos nodes, et puis en haut, du coup, on a toutes les fenêtres avec plein d'outils et de nodes déjà paramétrés. Donc, je vais aller dans cette fenêtre, et je vais faire Tab. Grâce à Tab, j'ai accès à tous les nodes qui sont disponibles dans Houdini, et qui sont adaptés à cette fenêtre. Je précise que je suis dans l'espace OBJ ici. On verra au cours de cette série de tutos qu'il existe d'autres espaces qu'on utilisera par la suite. Donc là, je vais cliquer sur Tab et je vais créer un node de géométrie. Hop. Lorsque je clique dessus, il me crée ce node. Moi, je vais le renommer directement en Phoenix. Je double-clique dessus et je rentre dans un nouveau sous-espace de géométrie. Là, ce qu'il me faut, c'est un autre node qui s'appelle FBX Character Import. Donc, il va nous permettre d'importer un modèle en .fbx. Hop. Donc, dans les paramètres FBX File, je vais aller chercher, je clique là-dessus. Dans Géo, hop, dans modèle, dans source, j'ai mon fly.fbx, je fais accepter. Et là, j'ai mon modèle qui s'importe directement dans ma vue. Alors, pour rappel, là, la petite icône bleue, ça me permet de savoir sur quel node je mets ma vue. Là, si je veux recentrer sur mon modèle, être au plus proche, j'utilise le raccourci clavier qui est espace G. Alors, voici notre modèle et comme je vous disais, on a un très beau maillage qui est très bien fait, mais le problème c'est que vous voyez que nos différentes faces n'ont pas la même taille et les points ne sont pas répartis de manière uniforme sur le modèle.
Donc en fait, c'est ça qui va poser problème pour faire de la simulation de fumée ou de particules. Tout d'abord, il nous faut récupérer l'animation, parce que là, si j'appuie sur Play ici, on voit qu'il n'y a aucune animation. On voit d'ailleurs que mon curseur va beaucoup trop vite. Donc pour qu'il me lise la timeline en temps réel, il faut cliquer sur cette petite icône, Real Time Toggle, et quand je clique dessus, vous voyez qu'il me le lit à une cadence normale. Et si je dis pas de bêtises, pour régler la cadence, c'est en cliquant sur cette petite icône qui était là, et je suis en 24 images par seconde. D'ailleurs, je vais de suite régler ma timeline. Je vais mettre la fin à 120 images, ce qui fait un peu plus de 4 secondes, si je dis pas de bêtises, à 24 images par seconde. Pour retrouver l'animation, il faut que j'aille chercher dans cette petite case le même modèle. Ça permet comme ça, en fait, de séparer un fichier correspondant au modèle et un fichier correspondant à l'animation. Là, dans ce cas, tout est compris dans le même fichier FBX. Donc on va aller chercher le même. Si je clique sur Play, vous voyez que ça n'a pas du tout... qu'on voit rien qui change dans le viewport. C'est normal, en fait, il nous faut ajouter un autre node derrière. Donc vous voyez qu'il y a 3 petites sorties à ce node. C'est parce que les 2 premières vont nous faire sortir la géométrie en fait sans animation, alors que la 3e nous la fait sortir avec animation. Donc on va demander à cette 3e sortie de venir appliquer l'animation sur les 2 premières sorties. Alors on va venir faire Tab de nouveau et on va demander en fait à notre géométrie d'être animée en fonction de bones. Je vais vous montrer après ce que c'est. Mais du coup, il nous faut un node qui s'appelle Bone Deform, donc ça veut dire déformer en fonction des bones. Pour que vous compreniez bien ce que c'est un bone, traduction directe, en fait c'est un squelette. À chaque fois qu'on anime un modèle 3D, il a un squelette et on anime ce squelette en fait. Et le reste de la géométrie va suivre l'animation du squelette. Pour que vous voyez correctement de quoi je parle, je vais venir mettre un node qui s'appelle nul. L'objet nul, un peu comme dans After Effects, si vous connaissez, c'est un node qui nous sert de manière purement utilitaire. Donc là, si je connecte ce nul à la 3e entrée et que je mets ma vision sur cet objet nul, je vais pouvoir voir mes bones, donc mon squelette. Et si j'appuie sur Play, vous voyez que j'ai mon animation. Pour que ça s'applique à notre modèle 3D, c'est très simple. On va venir connecter nos 3 petits connecteurs. Hop, donc l'animation dans l'animation. Et si je mets ma vue sur le Bone Deform, on va voir que l'animation s'applique à mon modèle. Donc on voit déjà un problème, c'est qu'à partir de l'image environ 80, en fait, j'ai plus d'animation. C'est parce que l'animation est trop courte. C'est pas un problème parce que comme on veut faire un effet Patronus, on aimerait que le modèle batte des ailes lentement, un peu comme une apparition fantomatique. Donc ce qui est bien fait, c'est que dans FBX Character Import, on a un onglet Timing. On va pouvoir régler la vitesse de l'animation. Donc là, on va tester. Alors le speed est sur 1, je vais essayer de le mettre à 0.5 pour voir ce que ça donne. Ça me paraît un peu trop lent, donc je vais essayer de l'augmenter, 0.75. Quoique, allez, on va couper la poire en deux, je vais le mettre à 0.6. Donc là, on a notre géométrie qui est déformée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des VDB pour en fait refaire le mesh, donc le maillage de notre géométrie. Donc ça va me permettre de parler pour la première fois sur cette chaîne de ce que sont les VDB. Donc il existe en fait 2 outils de volume dans Houdini. Un qui se fait à partir de la densité et un qui se fait à partir de la surface du modèle. Alors, pour convertir un modèle, une géométrie en VDB, si on fait Tab et qu'on tape VDB, on va voir qu'il y a beaucoup d'outils pour gérer les VDB dans Houdini, pour
créer des VDB depuis une géométrie, il y a deux nodes principaux, à savoir VDB from polygon et VDB from particule. Donc là, on a des polygones, donc je vous propose d'essayer directement cette méthode et voir ce que ça donne. Donc je clique sur VDB from polygon, je le pose là, et je vais venir connecter directement mon node. Si je mets la vue dessus, ça ressemble à pas grand chose. C'est parce que pour l'instant, la qualité, on va dire que la définition du VDB n'est pas assez bonne. Tout se gère là sur ce voxel size. On voit assez bien à quoi ça correspond, c'est-à-dire que le voxel, c'est un point qui va générer un sprite. Donc un sprite, en fait, c'est un fichier 2D. À chaque point, on va assigner cette petite image 2D qui va s'adapter à la caméra et à notre vue pour être toujours face à celle-ci. Nous, pour y voir un peu plus clair, on va réduire ce voxel size. Donc si je fais 0,7 par exemple, vous voyez que la définition s'améliore un peu. Je vous conseille d'y aller tout doucement parce que si vous réduisez trop cette valeur, ça peut faire cracher Houdini, tout simplement. Donc 0,5, on voit qu'encore que c'est pas assez clair, 0,01. On commence à voir notre phénix qui apparaît. Le problème de ce modèle, en fait, c'est que si je le regarde à la base, c'est que quand je regarde les ailes, je vois que les deux faces sont quasiment collées entre elles. Ça va poser problème pour la conversion en VDB et aussi pour la génération de fumée et de particules. Là, quand je le convertis de suite en VDB from polygon, on voit que ça crée en fait des trous dans mes ailes. Donc en fait, le VDB, pour que ça fonctionne, il a besoin qu'il y ait une certaine épaisseur. Donc je vais carrément abandonner en fait le VDB from polygon parce que ça ne va pas fonctionner comme je veux. Et en fait, je vais venir créer des points, donc des particules en fait, à l'intérieur de ce modèle qui vont me servir de base pour ensuite le convertir en VDB. Vous allez voir. Alors, je vais mettre un node qui s'appelle scatter. Scatter, ça veut dire répartition. Hop, si je le connecte à ma géométrie, on voit qu'il m'a créé des points. Là, vous avez différents outils de display. Vous pouvez cliquer sur ce petit point si vous avez besoin de mieux les voir. Pour que ça complète correctement ma géométrie, il faut que j'en mette beaucoup. Alors là, on est à 1000. Si on met 10 000, on voit que c'est mieux. Mais même là, je dirais que c'est pas assez. On va mettre 20 000. Moi, je dirais qu'on peut monter au moins jusqu'à 50 000. On va essayer comme ça. Et là, on va utiliser le deuxième node de VDB dont je parlais, qui est le VDB from particle. Alors, je fais VDB from particle. Hop. Je connecte. La deuxième entrée n'est pas forcément utile ici, c'est pour avoir une référence VDB. Alors, lorsque je clique dessus, il met un peu de temps. Vous voyez qu'il me crée une grosse sphère. Donc là, avant même de gérer la qualité de mes voxels, enfin la densité pour être exact de mes voxels, je vais venir changer le Point Radius Scale. En fait, en gérant le Point Radius Scale, je vais pouvoir dire à mon VDB quelle est la taille approximative de mes particules sources. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, on va réduire ce paramètre. Hop, et on voit comme ça les VDB qui se réduisent. C'est toujours trop grand et on va y aller tout doucement pour le réduire. 1,8. 1,5, c'est trop. 1,6. 1,5,5. Hop. On va rester là-dessus, je pense, et on le re-réglera si besoin. Donc maintenant, je vais pouvoir venir gérer mon voxel size. Donc pareil, on va y aller tout doucement. Hop.
vous voyez vraiment que en fait, ces deux valeurs vont ensemble. C'est-à-dire que si je descends trop bas sur le point radius scale alors que le voxel size est trop haut, je n'ai plus rien qui s'affiche. Par exemple, si je fais 0,002, vous voyez que j'ai plus rien. Mais si je le réaugmente petit à petit, je vais retrouver mon modèle. Donc là, déjà, ça me semble pas mal. Alors, je vais revenir en fait sur mon scatter. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais augmenter le nombre de points. Donc là, je suis à 50 000. Je pense que je vais même monter à 100 000. Là, vous voyez que Houdini gère quand même extrêmement bien le nombre de particules à l'écran. Et on va essayer de recliquer sur la vue de VDB from particle. Et j'espère que ça ne va pas planter. Non, ça va. Donc là, pareil, je vais venir réduire mon point radius scale, puis mon voxel size 1,5. Ça me paraît pas mal du tout, écoutez. Je trouve qu'on retrouve quand même bien les différentes aspérités du modèle. Bon, forcément, avec cette technique, on perd certains détails. Si je reviens sur ma géométrie, on voit notamment que le phénix a le bec ouvert et tout. Ça, malheureusement, ça va être perdu. Là, c'est pas trop problématique parce que, en fait, dans la forme des Patronus, si on manque de subtilité, disons, au niveau des aspérités, c'est pas très grave. Donc, on va rester là-dessus pour ce tuto. Donc, je reviens sur le VDB from particle. Et en fait, pour le reconvertir en géométrie, maintenant, je vais venir ajouter un nouveau node de VDB qui s'appelle le VDB convert. En fait, ce que ça va faire, ça va juste faire l'opération dans l'autre sens. Là, on a converti une géométrie en VDB et maintenant on reconvertit le VDB en géométrie. Alors si je fais ça, si je pose ce node, je viens connecter mon VDB from particle. Avant d'afficher la vue dessus, je fais bien attention d'avoir convert to polygon. Et si je clique dessus, on retrouve un maillage. Donc là, je vais enlever l'affichage des points et on retrouve un maillage avec des points mieux répartis le long du modèle. Bien sûr, on va affiner ce maillage, mais déjà, on arrive à quelque chose qui est maintenant utilisable pour de la simulation. Là, maintenant, le problème, c'est que si on regarde là sur les petits paramètres en dessous, on a quand même 842 000 points, ce qui est énorme. D'ailleurs, si vous n'avez pas ces petites infos affichées en bas à droite, pour les avoir, il suffit de cliquer sur D au clavier quand on est dans le viewport. Et là, on va avoir différents paramètres de display. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est dans Guide. Oui, c'est ça. On a Geometry Information. Et moi, il est sur Always On. Donc, il suffit de le sélectionner et de le sauvegarder comme défaut. Alors, là, ce qu'on va faire pour affiner en fait notre VDB, notre maillage, pour essayer d'enlever un petit peu ces défauts, c'est qu'on va glisser des nodes entre le VDB from particle et le convert VDB. Un premier node qui peut être utile, ça va être le VDB. Hop, VDB. Je crois que c'est le Reshape SDF. Donc, si je reviens sur le poly et sur le particle, je vais pouvoir, il me suffit d'avancer le node entre les deux autres nodes pour voir que des connexions se créent automatiquement. Hop. Si je clique dessus, on voit que ça vient affiner la géométrie. Et surtout, en fait, ce paramètre d'offset va nous permettre de dilater notre modèle dans un sens ou dans un autre pour gérer en fait l'épaisseur. Et moi, je vais carrément augmenter l'épaisseur de mon modèle. Donc en le mettant à 2 par exemple. Voilà, pour éviter d'avoir des défauts au niveau de notre simulation. Notre modèle est un peu globuleux, on va dire, au niveau du rendu. Donc c'est pour ça qu'on va ajouter un dernier node de VDB qui s'appelle le VDB Smooth, tout simplement, pour venir affiner notre rendu à l'écran. VDB Smooth,
pareil, je le mets entre les deux nodes pour le connecter. Et là, sur le smooth, sur les itérations, je vais pouvoir mettre 2. Et je trouve ça pas mal. Quoique, je ne vais pas aller aussi loin que ça sur l'offset. Je vais peut-être mettre 1,5, ce qui me paraît pas mal du tout. Là, on a réussi hop, à enlever quand même pas mal de défauts. Et ce qui va nous manquer maintenant, c'est de mettre un node pour alléger ce maillage parce qu'il est beaucoup trop dense. Et là, du coup, on sort du domaine des VDB, on repasse à de la géométrie pure. On va mettre un node de remesh. Hop. Voilà, je vais venir le connecter. Hop, lorsque je mets la vue dessus, vous voyez que Houdini a besoin de charger. Vous aurez toujours, en fait, quand les opérations prennent un peu de temps dans Houdini, vous aurez toujours le chargement qui s'affichera à ce niveau. Et si jamais vous sentez qu'un chargement prend trop longtemps, vous pouvez toujours appuyer sur la touche échappe et Houdini quasi instantanément arrêtera le calcul, ce qui permet quand même parfois de sauver pas mal de situations si le chargement semble durer indéfiniment. Donc là, avec le remesh, on ne va pas toucher à ces paramètres, mais le réglage va se passer en fait dans le element sizing, qui va nous permettre en fait de régler la taille de notre maillage tout simplement. Donc là, je vais avoir besoin de réduire ce paramètre. Je vais y aller doucement, pareil. Toujours faire ça par mesure de précaution pour s'éviter des galères dans Houdini. Donc comme je vous disais, vous voyez que là, en bas, ça charge. Donc il faut bien descendre cette valeur pour récupérer du maillage. Donc 0,05 par exemple. Déjà, on arrive vraiment à récupérer la forme de notre géométrie. Alors, après avoir descendu ce paramètre petit à petit, je trouve que mon maillage fonctionne bien à 0,005. Vous voyez que maintenant, notre maillage est moins dense que notre VDB, mais les points sont mieux répartis sur la surface que notre géométrie de base. Donc là, on peut voir la différence en revenant sur notre bone deform. Si je clique dessus, vous voyez comment le maillage était réparti à la base. Et le nouveau maillage qu'on a réussi à faire grâce à nos VDB. Et il y a un dernier node pour affiner tout ça que je veux ajouter. C'est tout simplement un smooth. Donc pour affiner le maillage encore une fois. Hop. Voilà. Donc là, je peux gérer la force. On va le mettre à 3, je pense. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, on va être face à un problème. Alors, pour mieux le voir, je vous propose de revenir au Convert VDB et on va regarder notre maillage, c'est-à-dire que là, je suis sur la première image, mais si j'avance un peu plus loin sur ma timeline, par exemple à l'image 23, en fait, notre maillage, il va bouger au fur et à mesure. Hop. Là, je me suis remis sur le smooth. Mais en fait, le problème qu'on a maintenant, c'est que notre maillage se redéfinit à chaque image en fonction de notre animation. Ça, c'est dû au principe des VDB, c'est-à-dire que lorsqu'on a généré nos particules grâce au scatter, à chaque image, on voit en fait que la position de nos points bouge. Donc, en fait, on va se retrouver avec un maillage qui bouge sans arrêt. Et ça, pour générer des particules ou de la fumée, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir à la première image. Et puis, on peut réafficher notre smooth. Voilà, donc on laisse le remesh refaire son petit chargement. OK. Ce qu'on va faire, c'est que après notre bone deform, notre animation, déjà ce qu'on peut faire,
c'est que lorsque je fais un clic droit sur la sortie, je vais ajouter un nouveau node pour qu'on s'y retrouve mieux. Un nul comme déjà utilisé précédemment pour vous montrer les bones. Hop. Donc je vais cliquer sur le nul et en fait je vais le renommer en mettant un out pour dire qu'on est en sortie en fait d'une série d'opérations. Moi je vais mettre out Phoenix animation. Et juste avant notre scatter, on va venir geler en fait notre animation sur la première image. Donc pour ça, on utilise un node qui s'appelle time shift. Alors le time shift, si je le glisse là entre le nul et le scatter, vous allez voir que si je mets la vue dessus et que je lance l'animation, il n'y a pas grand chose qui change. C'est parce qu'en fait, ce node nous permet en fait de retimer notre animation. Et là, on va détourner l'outil en fait pour geler carrément l'animation. Alors vous voyez que dans Frame, qui correspond donc aux images, les images qu'on a sur notre timeline ici, le paramètre est surligné en vert. Ça veut dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une expression qui est enregistrée. Et c'est cette même expression qui fait que si j'avance plus loin dans ma timeline, la frame qui est indiquée ici correspond à ma frame sur la timeline. Pour voir mon expression, il me suffit de faire clic droit sur Frame, d'aller dans Expression et de faire Toggle Expression. Et ça nous révèle l'expression qui est utilisée. Alors là, on a un signe $ et puis F. Ça veut dire prends l'image correspondante à cet instant, pour être exact. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va juste supprimer cette expression et puis mettre un 1 pour dire qu'en fait, on veut qu'on reste à l'image numéro 1. Voilà, donc vous voyez que je suis à l'image 38 et pourtant j'ai récupéré ma première image. Je peux enlever l'affichage de l'expression en recliquant sur Toggle Expression, mais on retrouve la même chose. Et là, si je reviens au début et que je lance l'animation, on se rend compte que l'animation reste gelée. Si je reviens sur le smooth, que je sois sur la frame numéro 1 ou la frame 48, je me retrouve avec le même mesh. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il n'a pas besoin de recalculer cette fois-ci, ce qui est quand même plus cool pour pouvoir bosser. Et à partir de là, en fait, je vais dire à ce mesh de bouger en fonction de l'animation de ce mesh d'origine. Pour ça, on va venir décaler toutes nos opérations sur la gauche pour faire un peu de place. Et puis, à partir du Out Phoenix Animation, on va venir prendre un autre node qui nous permet d'animer, c'est-à-dire que au début de ce tuto, je vous avais parlé du Bone Deform, donc déformer en fonction des bones. Mais là, c'est pas en fonction des bones qu'on veut déformer notre géométrie, mais en fonction des points du mesh. Donc, c'est très simple, ce n'est plus un Bone Deform, mais un Point Deform. Hop. Lorsque je le mets en dessous, j'ai, comme pour le Bone Deform, 3 entrées. Alors, on peut lire, la première entrée correspond au mesh à déformer, donc on va pouvoir venir y glisser notre smooth. Sur le deuxième, il va nous demander la position de rest, donc le rest, c'est l'image qui est figée au début, donc le time shift qu'on est venu glisser pour geler l'animation, c'est ça qu'on va venir connecter dans la deuxième entrée. Et puis, il nous demande tout simplement l'animation. Donc là, on va venir connecter notre Out Phoenix Animation. Et là, normalement, si je viens mettre la vue dessus et que je clique sur Play, on retrouve notre nouveau mesh qui est déformé en fonction de notre maillage d'origine. Et c'est ainsi qu'on a refait notre mesh pour qu'il soit adapté à notre simulation. Donc là, on va venir mettre en place quelques éléments pour la suite de nos opérations.
Déjà, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre un cache, donc pour que cette animation soit enregistrée sur mon disque dur et que je n'ai plus besoin en fait de recalculer mon remesh si jamais je viens bouger des choses. Donc vous allez le voir dans cette série de tutos, on va beaucoup utiliser ce node qui s'appelle le cache, même plutôt le file cache, excusez-moi. Donc un file cache, ça s'utilise énormément dans Houdini parce que certaines opérations, donc là le remesh durait peut-être 10-15 secondes, mais certaines opérations peuvent durer des heures parfois dans Houdini. Ça va nous permettre en fait de précalculer en fait toutes les opérations qu'il y a avant et les enregistrer dans un fichier sur le disque dur. Alors là, on voit qu'on se retrouve avec des nouvelles expressions à partir de $. Donc $heap, ça veut dire prends le dossier correspondant à où est enregistrée ma scène Houdini. Donc là, vous voyez qu'il prend $heap, ça va être pour moi 01 scène Houdini, /geo, donc ça correspond bien au dossier Geo que je suis venu créer sur le disque. Si vous n'avez pas de dossier Geo, il va venir le créer lui-même de toute manière. Et là, je vais pouvoir créer un nom pour mon fichier qui sera enregistré sur mon disque dur. Donc là, pareil, vous avez $heapname .$os. Alors, le OS, en fait, ça correspond au nom du node qu'il y a dans cette fenêtre. Donc mon file cache, en fait, je vais tout simplement le renommer. Donc là, je vais l'appeler Phoenix Remesh. Et c'est le nom, vous allez voir, que vont prendre en fait mes fichiers sur le disque dur. Donc là, puisqu'on utilise un file cache, ça va me permettre de parler d'un paramètre extrêmement important lorsqu'on fait des simulations. Ça s'appelle les substeps. En fait, si je viens scroller sur ma timeline comme ça, vous voyez qu'à chaque image correspond un moment de l'animation. Mais mon animation peut aller assez vite par moment, notamment lorsque le phénix bat des ailes vers le bas. Le problème, c'est que si j'enregistre les images telles quelles sur mon disque dur, il va manquer des étapes qui vont être utiles pour nos simulations. C'est pour ça que dans la séquence qui est là, je vais venir augmenter les substeps. Moi, je vais vouloir le mettre à 3. Donc en fait, au lieu d'enregistrer 120 images sur le disque dur, il va m'en enregistrer 360. Alors pour que vous compreniez ce que sont les substeps, ce que je vous propose, c'est de le visionner directement dans le viewport. Pour ça, il y a une technique assez simple. On va de nouveau utiliser un node de timeshift. Donc pour rappel, le timeshift, c'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure pour geler l'animation. Mais là, on va l'utiliser pour visionner en fait les clés d'animation qu'il y a entre les images. Je vous montre ça de suite. Donc tab, je tape timeshift. Lorsque je le connecte à mon point deform, il faut d'abord que je décoche frames integer, qui correspond donc à des images entières, des nombres entiers. Pour le décrire très simplement, c'est des nombres sans virgule avec des chiffres derrière. Mais en décochant ça et puis en faisant clic droit, toujours toggle expression pour venir la changer, si je maintiens le bouton de la molette de la souris et que je scrolle vers la droite ou vers la gauche, je vais pouvoir voir que en fait, entre mes clés d'animation qu'on a visionnées tout à l'heure, il y a d'autres clés. Et en fait, c'est ces informations-là qui vont être importantes de stocker pour nos simulations. Là, si je m'arrête, vous voyez qu'en fait, je suis en $frame plus 0,5. Donc, ça veut dire que je suis à l'image 81,05. Techniquement, on ne peut pas parler de demi-image en termes d'animation, mais du coup, cet outil nous permet de le visionner et c'est à ça que correspondent les substeps lorsque on utilise un file cache. Je peux supprimer ce node et puis là, sur mon file cache, je vais
maintenant l'enregistrer sur le disque dur. D'abord, je vais prendre le temps d'enregistrer mon fichier Houdini et je vais cliquer sur Save to Disk. Encore une fois, j'ai mis le paramètre 3 au niveau des substeps. De toute façon, je ne vous recommanderais pas d'aller au-dessus parce que ça peut devenir très lourd et très long à générer à partir d'un certain stade. Allez, je clique sur Save to Disk. Et là, vous voyez qu'il m'ouvre une petite fenêtre. Si vous regardez bien les nombres, vous voyez que j'ai des images 80,33, des choses comme ça, qui correspondent à mes substeps. Hop, c'est enregistré. Comment on sait que c'est enregistré? On voit maintenant qu'il y a une sorte de logo disque dur à côté. Et je suis bien en Load from Disk. Lorsque je clique dessus, maintenant, je n'ai plus aucun souci pour afficher mon animation, puisqu'en fait, elle est enregistrée directement sur le disque dur. Pour la suite des opérations, on va avoir besoin de régler certains paramètres. Il va nous falloir créer un attribut spécifique pour notre géométrie. Alors ça me permet de parler d'un node fondamental dans Houdini, c'est-à-dire qu'à chaque géométrie, chaque objet, chaque point, face sont assignés en fait des attributs qui nous servent à diriger des nodes ou des effets dans Houdini. On peut voir ces différents attributs lorsqu'on va dans l'onglet Geometry Spreadsheet à ce niveau. Donc là, on n'a pas beaucoup d'attributs, on a seulement la position. Donc la position de mes points, puisque là je suis dans l'icône point. Là c'est vertex, ça ne nous intéresse pas forcément. Primitive, c'est nos faces. Hop, géométrie. Mais lorsqu'on va dans les points, on voit qu'à chaque point est assigné une position. Nous, on va vouloir donner en fait un autre attribut à ces points qui s'appelle le rest. Alors, rest, on en a parlé un peu plus tôt dans ce tuto. Ça correspond à en fait la première clé d'animation. Et je ne vais pas beaucoup plus loin pour vous l'expliquer maintenant parce que ça sera utile, on va dire, beaucoup plus loin dans cette série de tutos. Alors, pour créer cet attribut, encore une fois, c'est assez simple. Il suffit de venir mettre un node de rest position. Donc là, on a deux entrées. Déjà, la première, on y met notre animation. Et là, on va venir mettre notre première position, notre première clé d'animation. On va venir tout simplement copier notre timeshift, qui est donc gelé sur l'image numéro 1. On va venir le remettre à ce niveau. Donc là, je connecte depuis mon file cache. Et je connecte dans le rest. Et si je connecte dessus, hop, et que je vais dans le Geometry Spreadsheet, hop, hop, on va voir que en cliquant sur le rest, on est venu créer un attribut correspondant à chaque point. Donc là, c'est un attribut en 3 dimensions. Vous allez voir qu'il y a certains attributs qui peuvent être sur une seule dimension, mais ça, on y reviendra plus tard. Et maintenant, on arrive au bout de cette première vidéo. Je vais terminer mes opérations, encore une fois, par un nul, qui va nous permettre de clarifier notre node graph, d'être plus clair. Alors là, je connecte mon rest au nul 2, et cette fois-ci, je vais l'appeler out Phoenix Remesh, et je mets ma vue dessus. Voilà, donc toutes nos petites opérations. Là, on peut agrandir cette vue si je clique sur les petites flèches qui sont sur le côté. C'est juste pour vous montrer cette fonction. Et là, ce que je vais faire pour qu'on s'y retrouve mieux pour la suite des vidéos, c'est que je vais tout sélectionner et je vais venir dans ces petites icônes et je vais cliquer sur Create Network Box. Si je clique dessus, en fait, ça me crée une petite boîte pour englober toutes mes opérations. Je vais venir agrandir la boîte et puis à ce niveau-là, je vais venir glisser un petit post-it. Donc ça, pour le créer, il suffisait de cliquer sur cette icône jaune. Et en fait, ici, je vais pouvoir tout simplement écrire quelque chose. Donc je vais l'appeler Remesh.
Voilà. On le voit pas trop, donc là je fais clic droit et je vais pouvoir régler la taille du texte. Je vais la mettre en large. Bon là il règle la taille de mon post-it. C'est très bien comme ça. Donc là je reviens à mon layout de base en cliquant sur les petites flèches. Donc là on arrive au bout de ce premier tuto qui était dédié au remesh de notre modèle 3D. Dans le prochain tuto, je vous montrerai comment créer une caméra et l'animer pour avoir déjà notre point de vue dans la scène. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous pour la suite la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi et puis j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.